Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Alors qu'on vous propose d'ouvrir les portes du vestiaire à Julian McKenzie du magazine The Athletic. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, Parlons franchement sénateur avec Julian McKenzie. Pour l'émission présentée par Desjardins, Julian McKenzie The Athletic à qui on dit un beau bonjour, un beau mercredi. Et on le sent dans l'esprit des fêtes, certainement, je l'espère pour lui. T'as-tu fini ton shopping? Oui, t'as fini ton shopping? Presque. Je suis prêt. Il faut que je fasse un ou deux achats, mais je suis assez prêt. Je veux dire que je suis à 95% fini. Je salue ta discipline. C'est pas tout le monde qui est toujours... OK. La plupart d'entre nous sont toujours sur le tard. Ça m'a pris du temps avant de me discipliner, mais là, maintenant, je suis en avance. Quand je vois les sales pour Cyber Monday, Black Friday, tout ça, ça, c'est ma saison. Moi, je déteste d'être dans un magasin le jour avant Noël et je suis dans les lignes, je suis fatigué, je suis faim. Mes sœurs, parfois, ils font ça. Moi, je veux rien de ça cette année. Bon, ben excellent comme ça. Écoute, on parlera pas de shopping du temps des fêtes, mais on va parler peut-être d'un retour de Thomas Chabot. Ça va se faire plus tôt que tard, mais pas demain. Mais juste de le voir sur la glace avec le club principal, c'est déjà un gros pas dans la bonne direction, là. Absolument. Juste, je pense pour cette équipe, c'est un défenseur que les Sénateurs ont manqué durant les dernières couples de semaines. On sait que c'est un défenseur avec de l'expérience, avec l'organisation et dans la ligue. Un défenseur qui peut jouer au deuxième paire avec les minutes que les Sénateurs lui donnent à un moment à l'autre. Puis de voir un gars comme Tyler Clevin essayer de jouer dans ce spot-là comme... C'est rien à lui, c'est un assez jeune défenseur. Je sais, avec tes plaintes avec lui pour son côté physique, mais Tyler Clevin, pour moi, c'est un défenseur qui a besoin un peu plus de temps avant qu'on puisse le regarder comme un deuxième paire de défenseurs. Alors pour moi, on voit une équipe qui a vraiment manqué le côté offensif, le fait que Thomas Chabot peut avoir la rondelle, le fait qu'il y ait une autre option sur l'avantage numérique. Il y en a beaucoup de qualité avec un Thomas Chabot où les Sénateurs ont manqué durant les dernières semaines. Il y a eu la mentalité du sticking with it. Je reviens là-dessus parce qu'encore une fois, aujourd'hui, Travis Green en a parlé. Comment ça a été difficile de faire avaler quand même ce message-là à des joueurs qui, à un moment donné, se demandaient si ça pouvait continuer comme ça. Pourtant, les chiffres étaient là pour dire que l'équipe, en travaillant de la même façon, les résultats allaient venir. Alors, on doit quand même rendre à César ce qui revient à César. Chapeau à Travis Green d'avoir fait passer son message et chapeau également à l'équipe d'avoir maintenu justement cette mentalité-là, là. Ouais, quand je parle à des différents joueurs, particulièrement dans les 2 dernières semaines où on s'est parlé de leur jeu à 5 sur 5, le jeu du Sénateur à l'avantage numérique, on entend beaucoup des joueurs comme Brady Tkachuk et de Drake Patterson qu'ils font des bonnes choses et les buts vont s'arriver. Comme pour moi, si c'est une équipe qui ne joue pas pour leur entraîneur, je suis pas sûr si les commentaires et le fait que les joueurs veulent avoir du positif, je sais pas si ça appartiendrait au même niveau si Travis Green n'était pas assez effectif avec ses joueurs. Quand même, je pense que leur match à lundi soir contre Winnipeg, c'était assez gros comme victoire. Parce que s'ils perdent ce match-là, tu fais quoi à ta fondation avec ton processus, ton progrès dans ce domaine-là, de rester positif, de voir comme, hey, les choses qu'on fasse, ça fait du bien. Comme, je pense que cette victoire contre Winnipeg, c'était vraiment bonne pour leur mentalité. C'est bien sûr sur les Sénateurs à trouver une façon de gagner contre Pittsburgh demain et à Chicago sur le week-end et à Boston le dimanche. Mais si les Sénateurs ont perdu le lundi soir, on parle d'une équipe dans un monde différemment avec leur fortune dans les dernières semaines. J'invite les gens d'ailleurs à lire ton article dans le magazine The Athletic là, qui date du 15 décembre où tu parles justement des problèmes à 5 contre 5. Puis on démontre d'ailleurs que dans les chances pour versus les chances qu'on donne, on n'avait pas le choix de croire ce que disait l'entraîneur parce que les chiffres sont là et les schémas sont là pour le prouver, là. Oui, c'est juste à trouver une façon de marquer les buts et de finir leur chance. Et si ce problème continue,
avec ce groupe-là où ils ont déjà montré ils sont montrés à des différents moments dans la saison qu'ils peuvent marquer. Mais s'ils trouvent une autre façon de ne pas marquer dans ces situations-là, ça va apporter plus de pression sur Steve Staios à trouver une autre option dehors de l'équipe. C'est un problème, ben, je suis pas sûr si problème c'est le meilleur mot à utiliser, mais dans la liste de demandes pour cette équipe à se rendre à un autre niveau, d'ajouter un autre marqueur pour le top 6, comme pour moi, ça devrait être numéro 1 pour cette équipe. Et à la date limite, pour moi, si l'équipe n'ajoute pas un autre attaquant, pour moi, je suis pas. Ça ne veut pas dire que les sénateurs devraient faire comme un gros move où tu regardes à ton alignement, tu dis comme hey, on va te donner comme 3 joueurs de notre alignement pour un joueur. Si c'est pas comme Connor McDavid, bien sûr. But like, pour cette équipe-là, tu peux trouver des autres options qui sont dans la Ligue nationale où le prix pour eux pourrait être un peu plus différent et un peu moins cher à aider à votre groupe. C'est juste avoir quelqu'un avec un plus de constance que tu peux avoir à l'aile gauche ou à droite sur un deuxième trio ou un premier trio si tu as vraiment besoin. Comme on a vu depuis le commencement de la saison avec Brady Tkachuk, quand il n'était pas dans l'alignement, on s'est vu tellement de différentes options et je pense que pour les Sénateurs, à trouver quelqu'un qui est un peu plus permanente pour cet endroit-là, ben c'est bon pour les changements à venir pour Travis Green, mais aussi pour le fait que les Sénateurs peuvent au moins relier sur une autre option à marquer plus de buts. Je vais bifurquer sur la situation ou le dossier des Sénateurs de Belleville parce que le fait que Steve Staios ne semble pas avoir le choix de transiger pour amener justement du renfort à son alignement ajoute un peu évidemment la pression sur les épaules du fait qu'on n'a pas en ce moment de jeunes provenant de la filiale pouvant pousser la Ligue nationale de hockey. Or, aujourd'hui, on a procédé à un remaniement, congédiement de David Bell, qui était l'entraîneur à Belleville, et on l'a remplacé par Andrew Campbell, qui était l'assistant entraîneur jusqu'ici. Un autre qui provient de la filiale des Bulldogs de Hamilton, qui avait été, évidemment, propriétaire M. Andlauer. Bref, j'imagine qu'on doit être insatisfait du développement qui se fait à Belleville pour procéder de cette façon-là. Tu vois les choses de la même façon? Ouais, ben, je comprends que leur situation avec leurs jeunes à Belleville et même dans l'organisation on parle d'un pipeline, comme on dit en anglais, de jeunes joueurs où c'est pas au top de la ligue comparé à des autres équipes et avec les jeunes qu'ils ont repêchés dans le draft. Mais pour les Sénateurs, particulièrement avec des jeunes joueurs comme Carter Yakimchuk, c'est essentiel que l'entraîneur en charge trouve des façons à le mettre dans les bonnes positions. Et quand même, je pense que c'est pas totalement la faute de David Bell. Il peut seulement faire le plus qu'il peut faire avec les joueurs devant lui. Mais pour moi, ce congédiement avec David Bell, ça fait tout avec les jeunes qui sont déjà là à Belleville. On sait que Stephen Halliday est avec le gros club. Mais il faut que tu trouves des façons à mettre Carter Yakimchuk dans des bonnes positions, à avoir plus de succès. Et pour les autres jeunes qui sont dans votre organisation, que, comme tu as mentionné plus tôt, que Steve Staios et les Sénateurs peuvent dire comme hey, on peut regarder un jeune défenseur, on peut l'apporter dans notre équipe parce qu'on sait que l'expérience et les choses qu'il apprend des Sénateurs à Belleville, ils peuvent l'appliquer avec le gros club. Hâte de voir comment on va pouvoir transiger et si, justement, Steve Staios pourra transiger. Mais j'aime gratter un petit peu plus loin puis chercher un peu des candidats du côté du champ gauche. Puis si un joueur, peut-être, qui passe un peu sous le radar puis sur qui on devrait peut-être se baser un petit peu plus, n'est-il pas Connor Garland, l'ailier droit en ce moment des Canucks de Vancouver? Pourquoi? Parce que je rappelle aux gens que les Canucks ont dit « on fait un yard sale ». Quinn Hughes a été le premier à partir. Il y a des joueurs qui ne sont plus intouchables, bien que Connor Garland lui-même a une clause de non-échange. C'est 6 millions jusqu'en 31-32 par saison, contrat de 36 millions. Mais il y a un lien à faire entre Connor Garland et Travis Green. Les deux semblaient s'apprécier et je me souviens de la réaction de Connor Garland quand Travis Green est parti, avait demandé d'être transigé avant de revenir un peu sur sa décision. Or, Connor Garland, selon toi, serait-il intéressant pour les Sénateurs?
C'est au moins quelqu'un où je pense que ça serait intéressant avec les liens avec un Travis Green. C'est un gars aussi qui, je pense qu'il a un peu je sais pas le mot français, alors je vais le dire en anglais, le mot snarl. C'est quelqu'un Du qui, grit? sur la glace, qui est un peu Ouais. du grit, quelqu'un que si c'est pas vraiment un gars où je veux aller tour de tour avec, même s'il est un gars assez petit, c'est un gars qui pas tellement comme un peste, mais quelqu'un qui essayait de jouer au moins avec un peu de grit dans son jeu. Puis il peut marquer des buts comme dans un position de milieu de ton alignement. Peut-être c'est une option à 6 millions si tu n'as pas de problème avec son contrat qui va s'arriver à l'an prochain. Peut-être c'est une option. Je pense que c'est pas comme une option le plus sexy pour moi, mais le fait qu'il peut marquer des buts, c'est au moins quelqu'un que les sénateurs peuvent considérer. Et moi, personnellement, j'aime les liens entre lui et Travis Green. Moi, Julian m'a dit une affaire, côté financier, dépenser de l'argent, c'est pas mon argent, fait que ça me dérange pas partout, moi. Et c'est pas notre argent, t'as raison. Mais quand même, c'est quelque chose que tu dois penser avec Connor Garland. Eh ben, au moins, ça sert qu'il va être au moins moins cher, moins cher qu'un Alex Stock, par exemple, à Oui, Buffalo, qui oui. ça semble qu'il veut beaucoup de l'argent là. André Palat, est-ce que c'est quelqu'un à New Jersey qui pourrait faire de l'intérêt à une équipe comme Ottawa, un gars de l'expérience, un gars qui a gagné des Coupes Stanley, un gars qui peut jouer au milieu dans ton alignement? Comme si tu peux trouver des autres ailiers, ils sont là. Mon collègue à The Athletic, Chris Johnston, a son big board de différentes options que tu peux lire Ouais. à The Athletic. Mais ouais, je pense que je suis en accord avec toi de regarder comme un gars comme Connor Garland comme une option. Le fameux Big Board, je vous invite à regarder ça parce que ça donne la chance de partir de très bonnes discussions entre Ouais. fans de hockey. Parlant de progression, celle de Drake Batterson, tu as parlé justement, tu as questionné Travis Green là-dessus, puis on n'a pas le choix de penser que Travis Green, depuis son arrivée, doit apprécier de plus en plus son numéro 19 parce que le 19 progresse de très belle façon. Puis il a ajouté aujourd'hui que s'il y a une chose qu'il apprécie plus, c'est peut-être son côté papier sablé, plus dur avec la rondelle en possession, plus confiant également, là. Ouais, et c'est quelque chose que Drake, je l'ai demandé à l'an dernier, quand je l'ai parlé plus tôt dans la semaine, il a mentionné quelque chose de similaire. C'est quelque chose dans son jeu, il veut s'améliorer, d'être un joueur un peu plus, à avoir plus de qualité dans son jeu et pas juste un playmaker, un marqueur, mais de voir que depuis le commencement de la saison pour lui, il s'est réintégré dans l'alignement après le quatrième match de la saison, après le troisième match de la saison, parce que c'était le quatrième où il a joué contre Buffalo. Ma tête essaie de souvenir le tout du commencement de la saison. Mais Drake Batterson, depuis son réintégration dans l'alignement, il était vraiment bon sur un premier trio ou un deuxième trio, s'il joue avec un Tim Stutzla, s'il joue avec un Dylan Cousins. C'est un gars où il est assez confiant en lui-même et assez confiant à jouer avec n'importe qui dans l'alignement et ça apporte du bien pour lui pour commencer la saison. Est-ce que tu regardes avec intérêt les 3 des 4 prochains matchs qui sont joués à la maison? Et pour moi, ce serait important que l'équipe redevienne l'équipe dominante du début de la saison à domicile. Elle a nettement amélioré sa fiche sur la route. Maintenant, est-ce que c'est une chose que tu surveilles? L'équipe qui était plus hargneuse en début de saison. Est-ce que je me trompe en disant ça? Mais il me semble vraiment qu'il y a un creux de vague en ce moment à domicile pour les Sénateurs. Ouais, il faut qu'il trouve une façon de apporter les vibes qui devraient être là à domicile. Puis, si les Senators vont faire un run pour trouver des points, pour récolter des points et trouver une façon d'avoir plus de points, de faire le climb dans le classement, ça veut dire qu'il faut qu'ils trouvent des façons à gagner contre un Pittsburgh, contre un Chicago, puis t'as Buffalo la semaine prochaine aussi. Comme si en théorie, je pense que tous ces 3 matchs-là, il y a une possibilité où les Senators peuvent trouver une façon de au moins récolter un point dans chacun de ces matchs. Chicago, ils vont pas avoir Connor Bedard. Pittsburgh, c'est pas la même équipe comme au commencement de la saison. Buffalo aussi, avec les troubles qui sont là, avec les Senators contre les Sabres et avec la vitesse qu'ils ont là. Mais je pense pour les Sénateurs, s'ils trouvent une façon de gagner contre les Sabres à la maison juste avant la temps des fêtes, ça serait un gros lift
pour cette organisation-là. Quand on pense à tous les problèmes contre Buffalo dans les temps passés, au moins depuis mon temps que je suis devenu écrivain sur le sujet des Sénateurs pour The Athletic, parce que pour moi, ça ne fait pas de sens pour une équipe comme les Sénateurs d'être assez frustré avec une équipe comme les Sabres. Il y a beaucoup de talent, mais quand même, les Sénateurs ont du talent aussi. La petite bête noire, certainement, des Sénateurs, on va l'appeler comme ça. Est-ce que je peux te demander, par exemple, si tu crains le fait que les Penguins de Pittsburgh, les visiteurs demain, qui sont en plein dans une séquence de 6 défaites, est-ce que tu crains justement ce premier match de retour à la maison? Ben, pour les Sénateurs, ils ont eu ces jours de repos entre lundi puis le jeudi. Ouais. Je sais que quand on s'est parlé après le road trip qu'il y en avait à Californie, à Vegas, à Saint-Louis, à Dallas, je comprends pourquoi une équipe comme les Sénateurs pourrait être un peu fatiguée dans leur premier match. Si les Sénateurs les Sénateurs vont être motivés, tu penses, pour un match de jeudi, mais si tu veux avoir des points pour faire la grimpe dans le classement, il faut que tu regardes un match comme le jeudi et dises comme hey, on n'a pas de fatigue, c'est là. C'est un match que tu devrais être motivé à jouer. Et si tu reçois Thomas Chabot le samedi, c'est une autre chance pour toi d'être motivé pour jouer. Tu as tout à fait raison là-dessus. Avant de te laisser, est-ce que je peux te souhaiter à toi et tes proches un heureux temps des fêtes? Comment ça se passe dans la famille McKenzie dans ce temps-ci de l'année? Hey man, je vais passer du temps avec mes sœurs à la maison à Montréal, puis mes parents sont maintenant dans les Caraïbes. Ils passent du temps. Ouais, alors je vais le voir avant le Nouvel An. Je vais le voir je pense que je vais voir la nuit avant le Nouvel An, mais je vais faire du FaceTime avec eux le jour de Noël. Ils vont probablement être sur une plage avec mes autres membres de famille à Trinidad et Tobago. Et quand même, c'était une bonne chance pour moi à prendre un peu de repos et de prendre un bon temps à avoir du fun durant les temps des fêtes à la maison et d'être avec ma grand-mère qui est ici et les autres membres de ma famille qui sont ici au Québec, bien sûr. T'es mieux de te reposer parce que j'ai l'impression qu'au début de 2026, tu vas être pas mal occupé à la promotion de ton livre. Janvier, février, moi j'essaie de trouver des façons à dormir quand je peux. Ça va être vraiment beaucoup. Et bien sûr, avec ma couverture avec The Athletic et les autres mois qui vont se passer avec cette équipe-là, on va se parler vraiment beaucoup dans 2026, Nico. Je le souhaite à part de ça. Merci de ta participation, grandement appréciée. Puis sérieusement, ça vient du cœur. Passe un heureux temps des fêtes. Joyeux Noël à toi et toute ta famille. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.